L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du vin. Alors, rebonjour et bienvenue à Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on va travailler un petit légume de la région. C'est une courge Jester. On va l'apprêter en gnocchi. Donc, on va faire un petit gnocchi avec sauce épinard, jambon, brocoli, dans une sauce onctueuse au fromage cheddar fort et au parmesan. On va aussi préparer pour dessert une petite coupelle de citron meringué, version en coupe d'une tarte au citron. Pour commencer, une soupe aux légumes et aux lentilles avec un petit bouillon légèrement piquant, question de se réchauffer le cœur en hiver. Alors, on a beaucoup de choses à préparer, c'est parti! Première étape, on va commencer par la pâte à gnocchi. On va avoir besoin de purée de courge. Donc, aujourd'hui, on utilise la courge Jester, qui est une courge qui est cultivée par mon ami Maurice Talissé, des Jardins Talissé à Mercier. Ça ressemble un petit peu à la courge poivrée. Elle a un goût vraiment prononcé puis une chair un peu plus sec. Donc, parfait pour faire des gnocchis. Ce qu'on va faire, on va les faire griller au four, comme on fait pour les courges. Donc, on enlève la tige. On les coupe en deux. Avec une cuillère à soupe, on va retirer les graines. La courge Jester est vraiment le fun parce qu'elle a un goût prononcé, un peu plus le goût de noisette qu'on peut retrouver dans les courges normalement. Puis la chair est assez épaisse puis est farineuse, donc ça remplace facilement la purée de pommes de terre qu'on utilise normalement pour faire des gnocchis. C'est toujours le fun de toucher une petite variante régionale, j'aime beaucoup ça. Puis la courge Jester, on peut la retrouver en hiver comme en été. Les courges ont ce pouvoir-là de se conserver, sont bons à l'année. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, 2 courges. On a notre plaque à cuisson. On va les déposer. Encore une fois, un petit filet d'huile de canola biologique. J'assaisonnerai pas cette fois-là, je vais les laisser nature. La pâte à gnocchi va être cuite tantôt dans de l'eau bouillante salée, donc c'est là qu'on va aller chercher notre assaisonnement. Donc juste bien badigeonner. L'huile, ça sert à aider à la caramélisation. Donc les goûts vont se développer avec la caramélisation. Les sucres naturels du légume vont sortir puis accentuer beaucoup la saveur de nos gnocchis. Donc, une fois qu'elles sont prêtes, on les enfourne. Ça prend environ 45 minutes à 375 degrés au four. Deuxième étape, pour notre dessert, on va servir notre coupe de citron meringué. Je vais me servir de citron confit pour décorer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 petits citrons. En fait, on va en prendre juste un. Je vais en avoir assez. C'est vraiment juste une touche décorative. On va couper des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. On va essayer d'enlever les pépins le plus possible. Donc, avec la pointe de votre couteau, vous avez juste à les gratter comme ça. Du centre vers l'extérieur, ça va. Dans une petite poêle, on va mettre environ 1 tasse d'eau. Et on va mettre aussi 100 g de sucre. Donc, préalablement pesé. On amène ça à ébullition, mais on va faire bouillir nos tranches de citron là-dedans. Ici, j'utilise des citrons meilleurs. C'est
C'est une variété de citron qui est beaucoup moins acide que les citrons qu'on achète régulièrement. Vous pouvez les retrouver dans les épiceries de plus en plus maintenant. C'est un citron qui est très apprécié justement pour faire des desserts parce qu'il est justement pas trop... Il ne fait pas faire trop de grimaces quand on croque dedans. Celui-là, il y a un petit mélange entre la clémentine puis le citron, on dirait, donc un petit goût orangé qui est très agréable. Donc on va juste déposer ça dans le sucre. Puis aussitôt que ça se met à bouillir, on va éteindre le rond. En fait, on va baisser le feu. Aussitôt que ça va se mettre à bouillir, on va baisser le feu puis on va laisser mijoter le plus longtemps possible, environ peut-être 45 minutes, 1 heure. C'est quelque chose qu'on pourrait faire normalement qui va s'étirer sur plusieurs jours. Quand on fait des fruits confits, souvent on va faire, c'est une part d'eau, une part de sucre, puis on met les fruits à tremper dedans, on l'amène à ébullition, on les laisse refroidir tablette, qu'on laisse dans un petit coin de la maison, dans le sirop. Le lendemain, on ramène le sucre à ébullition, puis on le remet de côté, puis troisième jour, puis on peut faire ça pendant 5 à 6 jours. Puis à un moment donné, notre fruit va devenir sec et dur, donc vraiment confit. Aujourd'hui, c'est une petite garniture, puis vu qu'on va faire une crème pâtissière avec des zestes de citron, puis un petit peu de jus de citron, c'est pas vraiment un filling au citron qu'on va faire. La présence de ces citrons-là, qui vont être un petit peu surettes, va juste rendre le dessert plus comme on le connaît d'habitude. Donc, ça va faire une belle petite touche aigre pour notre tarte au citron. Pour continuer, on va suivre avec notre crème pâtissière au citron. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre crème tout de suite parce que je veux qu'elle ait le temps de refroidir avant qu'on dresse les coupes. Donc, on va avoir besoin de 5 œufs, 500 ml de lait, environ 150 g de sucre. On va déposer dans notre lait environ 3-4 cuillères à soupe de sucre. Pourquoi on met du sucre dans le lait? C'est simplement parce que si je fais chauffer mon lait directement, il va se former une petite croûte brune au fond. Le lait va se déposer puis il va brûler. En mettant du sucre dedans, j'augmente la température qui va faire que ça va coller. Donc, ça m'évite d'avoir une crème pâtissière avec des petits morceaux bruns dedans. Un petit détail bien niaiseux, mais juste une petite partie de sucre comme ça l'évite de faire brûler votre chaudron. Donc, juste donner un petit coup de fouet, diluer ça un petit peu. On amène ça à ébullition. On va préparer nos jaunes d'œufs pour faire le mélange qui va épaissir notre crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, on va avoir besoin de 5 œufs. Je vais avoir besoin des jaunes seulement, mais je vais garder les blancs pour faire ma meringue tantôt. Donc, on va juste les séparer pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucune trace de jaune dans les blancs. Donc, ça l'empêcherait les blancs de monter en neige. Donc, blanc dans le petit bol parce que j'ai besoin d'espace pour fouetter dans le gros. On va rajouter une demi-tasse de sucre. Et là, on fouette tout ça énergiquement. Je vais fouetter légèrement jusqu'à temps que le sucre soit dissous un petit peu. Donc, juste mélanger puis aller gratter les bords. Le mélange va blanchir un petite affaire, c'est pas besoin d'être très très blanchi. L'important, c'est que notre sucre commence à se dissoudre légèrement. Je vais refouetter un petit peu. Avant, je vais rajouter les zestes de 2 citrons. C'est magique ces petites lames-là. Si jamais vous n'en avez pas, ça vaut vraiment la peine d'investir. Ça vaut 15 à 20 $, tout dépendant de l'endroit où vous magasinez. Mais ça enlève vraiment juste la couche extérieure qui contient toutes les huiles naturelles des citrons ou peu importe ce que vous allez râper. Donc c'est vraiment très très fin. Puis en plus, la partie blanche, c'est la partie qui goûte amer, donc vous allez l'épargner cette partie-là. Ça râpe aussi du parmesan, du gingembre, ça fait... On peut aussi enlever les coins d'une table qui sont trop aigus. Pratique. Le jus de citron, on va le garder pour tantôt. Je vais le rajouter seulement avec la crème cuite. Parce que si je le rajoute dans mon lait froid, ce qui arrive, c'est que le fromage, pas le fromage, mais le lait risque de se transformer en fromage. Donc, je veux vraiment pas ça. On fait juste rajouter ça. À ça, on va rajouter 45 g de fécule de maïs. Là, vous ferez attention quand vous allez incorporer la fécule de maïs à votre recette. C'est très volatile et ça se brasse mal. Donc, c'est normal, vous avez un petit peu de misère. Là, mes citrons au bout,
Je vais juste les mettre à mijoter. Je veux que ça cuise le plus longtemps possible. Fait que je vais leur laisser le plus de temps que j'ai aujourd'hui. Le lait mousse, je le retire du rond. La fécule va aider à devenir très gélatineux. C'est ça qui va faire que ça va figer. Là, j'en ai pas mis une tonne, je veux que ça reste crémeux. Si je l'aurais monté pour avoir des carrés, donc vraiment carrés taillés au couteau, j'aurais rajouté beaucoup plus de fécule pour que le mélange soit vraiment plus stiff, plus ferme. Donc là, j'en ai mis pour que ça reste un peu crémeux. Je veux le monter à cuillère dans mes coupes. Je vais alterner les biscuits et le mélange avec la meringue par-dessus. Donc ça, c'est prêt. Le lait a moussé. Je vais verser en mélangeant lentement le lait par-dessus ça. Je ne suis pas obligé de le mettre au complet parce que là, il va falloir faire cuire notre mélange. Donc, une fois que ça c'est bien mélangé dans notre bol, je vais me préparer un deuxième bol tout de suite. Celui-là, ça va être pour mettre au frigo. Parce qu'une fois que j'ai mis des œufs crus là-dedans, je ne veux pas non plus aller rajouter un mélange que cuit par-dessus un restant de cru. Ça peut être dangereux pour des contaminations. Il n'y a pas vraiment beaucoup de chance, mais pourquoi prendre le risque? Hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, bien mélangé, je le remets dans le rond. Alors, on verse tout de suite le mélange. Et là, on fouette et on fait cuire jusqu'à temps qu'on commence à avoir une ébullition. La différence entre la crème pâtissière et la crème anglaise est là. La crème anglaise, il ne faut vraiment pas qu'elle bouille, sinon ça fait des petits grumeaux. Mais la fécule doit bouillir pour épaissir, faire son travail. Donc, il faut juste faire bien attention et le brasser constamment pour pas que ça colle au fond du chaudron. Vous voyez, ça commence déjà à épaissir. Là, ça va vraiment devenir très, très épais. Donc, tout de suite, il ne faut pas que ça reste collé dans le chaudron. Voilà, pas de perte. Notre mélange est cuit. Là, je vais rajouter le jus de mes citrons. Faisant attention de ne pas mettre de pépins, bien sûr. Là, je vais mettre le jus juste de 1 citron. Ça, je vais le garder pour une autre fois si j'ai besoin de jus pour autre chose. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de pépins. Ah, un pépin. Donc, la crème pâtissière a tendance à vouloir faire une petite croûte à la surface si je la laisse comme ça. Donc, je vais la mettre au frigo. Mais avant, je vais déposer une pellicule plastique directement sur le dessus. Donc, directement dessus. Ça va éviter la formation de cette petite peau-là à la surface. Ça, je mets ça au frigo, je veux que ça refroidisse. Les blancs, on les met de côté, on va en avoir besoin de tantôt. Alors là, on va s'attaquer à notre soupe aux légumes et aux lentilles. Donc, vous allez avoir besoin pour ça d'environ une tasse de carottes en dés, une demi-tasse d'oignons, une demi-tasse de navets, une demi-tasse de céleri en petits cubes aussi, puis de tomates en dés. On va avoir besoin d'un petit chaudron. Ça, la soupe aux légumes, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez en faire une grosse batch, puis ça se réchauffe facilement tout le reste de la semaine. Donc, allez-y, doublez, triplez la recette, c'est pas un problème. Un petit filet d'huile de canola dans mon chaudron. Et là, on va parer nos légumes. Le fameux rutabaga, navet couramment appelé. C'est très gros. Il n'y a pas grande façon de l'éplucher autrement que d'y enlever sa peau avec un grand couteau. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on aura besoin de ça, ça va être amplement. On composte le restant. On a besoin de 2 branches de céleri qu'on lave, 2 carottes pelées,
On enlève les extrémités. Là, l'important dans une soupe aux légumes, c'est de tailler les légumes environ de la même grosseur, juste pour qu'ils puissent cuire à peu près à la même vitesse. Donc, puis on essaie toujours de tailler des morceaux qui sont plus petits que la grosseur de notre garage. Hein? Faudrait pas mettre des trop gros morceaux. Ni trop longs, ni trop courts. Donc, on va faire des dés aujourd'hui d'environ 1 cm d'épaisseur, communément appelée la macédoine. Le céleri, je les taille juste en 3 sections à peu près. Et un petit oignon. Sans doute que la moitié, ça va être suffisant. L'important quand on fait une bonne soupe aux légumes, c'est de respecter à peu près le ratio de 1 part égale de chaque légume. Moi, j'ai tendance à vouloir doubler celui des carottes par rapport à celui du céleri et de l'oignon. Je trouve que la carotte contient plus de sucre, donne un petit goût plus sucré à notre soupe. C'est pas, ça va selon les goûts. Regardez, aujourd'hui, là, on est pas mal l'égal carotte-navet, mais on va être moitié-moitié, moitié de tout ça par rapport au céleri et aux oignons. On va mettre 2 petites gousses d'ail. Ou 3. Donc, notre chaudron, on lance tous nos légumes là-dedans. On va les faire rissoler pendant environ 3 ou 4 minutes. On va les faire rôtir juste pour essayer d'aller chercher une petite caramélisation sur nos légumes. Ça va juste comme donner plus de goût à notre bouillon. Donc, toujours préférable, je trouve. C'est la seule soupe que je fais rissoler un petit peu avant. Donc, on ne brasse pas trop. Si on veut qu'il y ait une caramélisation, il faut éviter de brasser, d'avoir des mouvements continus. Donc, tous les 30 secondes, je vais aller donner un petit coup pour changer les légumes de place, mais je vais les laisser griller un petit peu. Dans notre potage, on va aussi rajouter des petits éléments aromatiques qui ne coûtent pas cher et qu'on jette la plupart du temps. Donc, quelques branches, les feuilles de céleri, là. Très, très parfumé, les feuilles de céleri. Ça va donner un excellent goût à notre soupe. Un petit bouquet de persil qui traîne dans le frigo. C'est parfait pour notre soupe. Juste le couper grossièrement. Vous pouvez mettre les tiges avec, c'est pas bien grave. Quelques tours de poivre. Une fois que ça a bien rissolé, on va rajouter environ 4 tasses de bouillon de poulet. Et pourquoi pas des tomates en dés déjà coupées qu'on n'a pas besoin de la peine de faire. Donc on verse tout ça. On apporte à ébullition et on laisse mijoter environ 45 minutes. Question de laisser les légumes s'attendrir. Puis à environ 5 minutes avant la fin, on va rajouter nos lentilles. On va prendre les lentilles en conserve qu'on va juste rincer en dessous de l'eau. Puis on va les rajouter directement là-dedans. Elles sont déjà cuites, donc pas besoin de les faire cuire. Notre potage est parti. Il va commencer à mijoter bientôt. On a déjà nos courges qui sont dans le four, qui doivent être quasiment prêtes. On doit être à 5 minutes proches. Nos citrons sont en train de confire. Donc on garde un œil sur tout ça. Pendant ce temps-là, on va préparer notre sauce pour les gnocchis. Donc la sauce, ça peut être faite à l'avance, il n'y a pas de problème. Donc tantôt, quand nos gnocchis vont être prêts, on va les rouler, les couper, on va les faire cuire, on va les rajouter à la sauce, on va tout réchauffer, on va sans doute faire gratiner ça au four, ça va être superbe. Fait qu'on a du temps en masse devant nous pour préparer cette belle sauce-là. Donc on a besoin de jambon cuit, on a besoin d'épinards, on a besoin de brocolis, d'oignons et d'ail. Donc on sort tout ça. On va avoir besoin d'une grande poêle. On va mettre ça sur le rond.
On va préparer nos légumes avant de commencer à faire chauffer. Bien, je ne veux pas que le beurre ait le temps de changer de couleur. Donc, jambon va avoir besoin d'environ 200 grammes. Grossièrement, ça doit être à peu près ça. On met du jambon. On pourrait mettre du bacon aussi si on voudrait, mais je trouve que c'est un petit peu plus santé de pencher du jambon. C'est moins gras. C'est pour ça qu'on va faire une belle sauce crémeuse avec ça. En fait, on ne fera pas une sauce vraiment crémeuse. Elle est crémeuse, mais c'est une sauce plus béchamel qu'une sauce à la crème. Voyez-vous, je pense déjà à votre santé. J'essaye de vous faire économiser. À la place de mettre de la crème, on va mettre du beurre. Donc, des lanières. Encore là, c'est toujours le principe de ça rentre pas. Okay? Fait qu'il faut les couper en 3 à peu près. On essaie d'avoir des morceaux qui rentrent sur une fourchette, qui ne tomberont pas à côté, mais en même temps qui vont avoir une bonne petite bouchée. Donc ça, c'est parfait. Ça, on va couper ça à peu près même grandeur que les morceaux de jambon. Tout ça là. Le brocoli, là, j'ai fait juste une petite tête parce qu'on va en avoir suffisant. Je ne veux pas avoir de tige trop dans mon plat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer les... Je vais sortir mon couteau TVSO aux couleurs de la station. Je vais le couper en petits fleurons. Donc on a ça et on va avoir besoin de 4-5 gousses d'ail. Donner un petit peu de kick à notre sauce. Si vous aimez les champignons à la maison, gênez-vous pas, vous pourrez acheter des champignons à ça. Ça peut être d'autres sortes de légumes, ça pourrait être du chou-fleur. Moi, j'essaie d'avoir des couleurs là-dedans, donc j'ai mon verre de brocoli qui va sortir. J'ai un petit côté rosé pour le jambon, puis on a les feuilles d'épinards aussi qui vont donner une texture très... J'aime ça, moi, de la sauce blanche avec des morceaux d'épinards fondus dedans. Je trouve que ça fait comme plus riche, plus... c'est des vitamines, hein, c'est bon. Vous voyez la quantité qu'on a là. Environ 300 grammes d'épinards, 300 à 400. C'est les plats qui vendent à l'épicerie prélavés des bébés épinards, donc c'est bon en salade, c'est bon en... Tout est tendre, après ça, c'est numéro 1. Donc, tous nos légumes sont prêts. Et donc, on va mettre Monsieur Beurre à contribution. On va allumer le feu. Sur notre poêle, on va mettre ça à feu élevé. Là, j'aurai besoin d'à peu près ça de beurre. Donc, à peu près 50 grammes. Je surveille pour pas qu'il brunisse. Pendant que ça fond, je vais juste regarder mes courges si elles sont prêtes. Pour savoir si elles sont prêtes, avec notre petit couteau. Ça rentre facile et ça ressort tout seul, donc elles sont prêtes. On met ça de côté. On va laisser refroidir un petit peu avant d'en retirer la chair. Je vais essayer de faire revenir mes légumes sans mettre mon jambon pour commencer. Juste parce que quand on va singer tantôt, donc singer, je veux dire ajouter la farine qui va servir à faire épaissir notre lait, ça va être mieux pour mélanger s'il n'y a pas de jambon. Le jambon, la farine va coller après. C'est pas ça que je veux. C'est pas bien grave si on le mettait avant, ça serait pas la fin du monde. C'est juste une question personnelle. Il n'y a pas de tort qui va sortir de ça. Donc on met les brocolis, les oignons et notre ail directement là-dedans. Là, il ne faut pas de coloration, donc on essaie de brasser le plus souvent possible. Puis là, on va racheter tous nos épinards tout de suite. Si vous avez un couvercle pour aller sur votre casserole, c'est préférable de la mettre là. Là, vous allez voir, ça fait peur, on dirait que ça va déborder de partout. Mais inquiétez-vous pas, les épinards vont tomber, ils contiennent beaucoup d'eau, donc ils vont tous s'écraser, puis tantôt, ça va être à peine 3 cuillères à soupe, on va dire, d'épinards dans votre sauce. On brasse de temps en temps comme ça pour pas que ça colle. Donc là, mes épinards ont tombé. Faut faire attention aux nuages de vapeur pour pas se brûler.
Donc ça, c'est bien tombé. Les légumes sont bien sués. Je vais rajouter à ça 50 g de farine. Donc autant de farine que j'ai mis de beurre. Donc à peu près 4 cuillères à soupe. Là, je vais faire ce qu'on appelle singer dans les recettes. Là. Si vous voyez ça un jour singer, c'est pas faire devant le plat, c'est vraiment mettre de la farine. Et là, on va brasser tout ça pour que le beurre, toute l'eau des légumes absorbe la farine. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire l'agent d'épaississement. C'est là qu'on rajoute notre lait. Un petit peu à la fois, on va rajouter 3 tasses de lait. Donc la quantité, d'habitude on fait une béchamel, donc c'est comme la base d'une béchamel, faire cette sauce-là. Une béchamel, c'est environ 60 g de beurre, 60 g de sel, 60 g de farine pour 1 litre de lait. Là j'ai mis 50 g parce que tantôt on va rajouter du fromage, donc le fromage va encore agir comme agent d'épaississement. Je veux pas que ce soit trop épais non plus, c'est pas de la boîte qu'on veut faire, c'est une belle sauce onctueuse. Donc 50 g est suffisant. Là, je mets 3 tasses de lait, mais on va rajouter un petit peu de crème tantôt pour alléger tout ça. Là, je verse un petit peu à la fois, j'attends que ça l'épaississe avant d'en rajouter. D'y aller d'un coup sec, ça aurait augmenté mes chances d'avoir des grumeaux dans ma sauce. Si la farine n'a pas été bien diluée, ça va faire ça. Donc, en y allant tranquillement, en m'assurant que ça l'épaissit bien, donc les grumeaux devraient disparaître en cuisant. Pendant que ça l'épaissit, je vais rajouter mon jambon. Ça va lui donner une chance de donner un petit peu de goût à ma sauce. Le petit côté fumé du jambon va faire ça. Une excellente saveur. À notre sauce, on va aussi rajouter une demi-noix de muscade râpée. Donc, si vous avez des noix, si vous avez de la muscade déjà moulue, vous avez juste à rajouter environ une cuillère à thé, là, une pointe de cuillère à thé. Je ne sais pas vraiment comment quantifier ça. Je suis habitué de travailler avec la noix. Donc, la moitié, pour moi, ça va être suffisant. Bon, tout ça mijote bien. Je vais baisser le feu au minimum. Je vais rajouter un soupçon de crème. Si on rend ça nicolasé. C'est Nicolified. C'est un terme francophone qu'on pourrait utiliser pour dire que ça devient riche et gras. En utilisant Nicolas. Ah! J'ai même pas mis ce que je voulais mettre au début. Je n'ai mis moins, là. Je suis tellement raisonnable. Ça, c'est prêt. On va laisser ça mijoter à feu très très bas. On va continuer la cuisson, mais pas trop. Je veux pas que mes légumes deviennent pâteux non plus. Minimum. Même, je vais l'éteindre, je le rallumerai tantôt. Tout ce qu'il va rester à faire tantôt, c'est rajouter les gnocchis qu'on va faire cuire, puis le fromage parmesan, puis tout brasser ça. On l'envoie au four pour gratiner, puis c'est prêt à servir. Je vais me préparer un chaudron pour mettre l'eau salée pour faire cuire les gnocchis tout de suite. Notre soupe mijote bien, tout va bien, tout est beau. Ça va être une soupe très consistante. Nos petits citrons aussi vont bien, ils sont dans leur petit sirop. Juste les tourner de côté, voir si... Voilà. On va profiter, on va vider nos courges tout de suite. Donc avec une cuillère à soupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider nos courges. On a besoin d'environ 2 tasses de purée de courge. Donc 2 courges, c'est environ ça, 2 tasses. Inquiétez-vous pas si c'est pas précis. On peut jouer avec la quantité de farine qu'on va rajouter tantôt. Donc à ça, on va prendre notre fourchette, on va la faire en purée, mais on va l'écraser à la fourchette. Donc juste écraser comme ça. On va saler, poivrer. Donc un soupçon de sel. L'autre moitié de noix de muscade, on va la mettre dans le mélange. Un petit peu de poivre. Et là, on écrase ça le plus fin possible. Vous avez le goût de saler votre robot culinaire, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça peut même se faire au robot culinaire.
On aime le petit côté artisanal, moi j'aime ça. On y met un peu de nous dans cette pâte-là en la pétrissant et en la travaillant avec les mains. On va rajouter un œuf. Et là, si votre purée de courge est chaude, faites juste attention de brasser vite pour pas que l'œuf cuise. À ça, on va rajouter 300 g de farine. Environ 2 tasses, grossièrement. Là. 350, même. C'est 2 tasses, là, mais en grammes, c'est jamais vraiment 1 pour 1, donc c'est pas 500 g de farine. Là, on a 350, 400 g de farine. On va mettre la moitié pour tout de suite. On va bien incorporer. Originalement, les gnocchis sont faits avec de la purée de pommes de terre. Sauf que je trouve que c'est une belle variante d'essayer avec une sorte de purée de légumes autre que celle-là. C'est sûr que la purée de pommes de terre est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus farineuse. Donc, elle nécessite peut-être un peu moins de farine que la purée de courge qui contient un peu plus d'eau. Par contre, la courge Jester, elle, est plus farineuse déjà que la courge Butternut, qui aurait été excellente aussi pour faire ça, ou la courge poivrée. Donc, au pire, on va mettre un petit peu moins de farine que ce qu'on a besoin. C'est toujours sujet à chacune des courges que vous allez utiliser, donc le taux de farine peut changer d'une fois à l'autre. Faites juste attention à ça, c'est toujours mieux d'en rajouter un petit peu, puis à un moment donné, vous allez voir la consistance idéale de votre pâte à gnocchi. Donc là, le plus gros est fait, on va finir ça à la main. Le but, c'est d'arriver à une pâte qui va être élastique, qui va coller légèrement au plan de travail, qui va être encore souple. Mais il ne faut pas qu'elle reste collée après mes doigts comme ça. Là. Ça, c'est... Puis pétrir la pâte, ça fait sortir l'humidité qu'il y a dedans. Donc, plus vous la pétrissez, plus elle va devenir collante. C'est à ce moment-là qu'on commence à rajouter un petit peu plus de farine. On sait qu'elle va être capable d'en prendre. Et ça, c'est normal. C'est le plaisir de faire des pâtes fraîches à la maison. Faites participer les enfants si vous êtes capable. On oublie ça, ça ne participe pas pantoute. Là, je travaille dans mon bol pour pas avoir de la farine partout. Aussitôt qu'elle va devenir un peu plus moins collante, je vais travailler sur mon plan de travail pour bien la pétrir. Plus on pétrit, plus la pâte va être élastique, mieux qu'elle va se tenir, plus la texture va être plus, un peu plus chewy comme texture. Donc ça va être, c'est parfait pour des pâtes à gnocchi. On va essayer de pétrir ça un petit peu. Pour pétrir, on l'étire avec notre main, on la replie, on l'étire avec notre paume, on la replie. Donc c'est vraiment de faire ça. Puis quand c'est rendu facilement pétrissable, là, vous pouvez calculer un bon 10 minutes de pétrissage. Là, ça vaut la peine. Là. Votre pâte va être belle, elle va être souple, elle va être élastique. Meilleure texture aussi quand vous allez la faire cuire, vous allez voir. Alors ça me semble bien. On va faire une belle boule. C'est sûr qu'elle va être encore collante un petit peu. On voit qu'elle ne colle pas trop, elle ne colle plus déjà après les mains, c'est déjà ça. Elle ne colle pas sur le plan de travail non plus. Puis en la roulant encore un petit peu tantôt, parce qu'on va faire un peu de plasticine, on va encore fariner notre plan de travail pour empêcher que ça colle. Donc, juste mettre ça à reposer pendant environ 15-20 minutes. Donner la chance à l'élasticité de la pâte de se calmer, de se reposer. Parce que là, si je la roule tout de suite en petit bonhomme, en petit rouleau, ce qu'elle va faire, c'est que je vais l'étirer et elle va revenir comme ça, elle va être très élastique. En la laissant se reposer, ça va nous permettre d'éviter ce travail manuel-là. Donc, on garde ça pas loin. On débarrasse un petit peu. Alors, la pâte est bien reposée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en 6 ou 8 parties. On va faire ça facile. 4. Chaque autre partie en 4, donc ça va faire 8. On va juste les disposer dans notre bol. Un petit peu de farine, on va en mettre sur notre plaque ici. Je vais les déposer, une fois qu'ils vont être prêts, je vais les déposer là-dedans, mais je veux qu'ils soient enrobés de farine. Je veux pas qu'ils collent les uns aux autres, sinon, s'ils collent les uns aux autres, tantôt, on va avoir juste des tapons de pâte dans notre assiette. Je vais avoir des gnocchis individuels. Puis le restant, mais c'est simple. On a juste à faire un petit serpent, comme quand on était en maternelle. Hein? On roule, on roule, on roule, on fait de beaux serpents.
Come on! Là, je veux des serpents à peu près de la grosseur de mon petit doigt. Donc, c'est à peu près votre majeur à vous. J'ai des grands doigts. Et là, on a notre beau serpent. On peut faire des colliers, on peut faire des chapeaux, on peut faire des serpents. Non, en tout cas, on ne fera pas rien d'autre de spécial. Avec vos ciseaux, très simple. Vous allez prendre votre petit serpent et on va couper des petits tronçons. Puis c'est là vous arrangez pour qu'ils ne touchent pas l'un l'autre. Nous, nos gnocchis, on va les laisser comme ça. OK? Donc, c'est vraiment un petit morceau. Il y en a qui ont les gnocchis, normalement, vous allez voir, il y en a qui vont me dire oui, mais il n'y a pas de dents dessus. Il y en a qui font ça avec la fourchette pour les rouler, pour que ça fasse comme des morceaux dentelés dessus. Ça ressemble à, finalement à un petit spring dentelé. Il y a une technique pour faire ça que je ne connais pas. Alors, je ne vous imposerai pas de le faire et le goût ne sera pas différent. C'est juste l'apparence. Puis de toute façon, mélanger avec notre sauce puis gratiner, vous ne les verrez pas. OK? Donc, ne pas vous casser la tête. Je ne connais pas personne qui connaît la technique. Je pense qu'il y a une histoire de roulage de doigts pour avoir une petite cavité intérieure. Donc, ça fait comme une petite cope, la sauce rentre plus dedans, mais nous autres, ça va baigner dans la sauce, comme j'aime. Alors, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ce petit détail-là. Et on recommence avec chacune des sections qu'on a là. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit encore mon homologue du vin, M. Leduc, des ateliers de Leduc du vin. Donc aujourd'hui, M. Leduc, oui, nous avons mangé des gnocchis avec chambon fumé, épinards, brocoli dans une sauce au fromage et cheddar fort. Donc, quel vin accommoderait ce repas et le rendrait sa juste valeur? Sa juste valeur. Je ne sais pas si c'est le vin qui va rendre justice au plat ou le plat au vin, mais trouvons l'équilibre. Excellent. Je vous écoute. Cette semaine, j'ai sélectionné deux vins, évidemment, mais deux vins rouges. Je vous présente ici le Justino rouge qui est élaboré à base du cépage Sabrevois et de Frontenac gris. Frontenac rouge, je m'excuse. Et puis, on va pouvoir déguster dans quelques instants et on va pouvoir voir que l'harmonie en bouche, en termes de bouche, justement, l'acidité n'est pas trop élevée, ce qui va faire en sorte que ça va bien aller avec les gnocchis. Puis le côté fromage cheddar fumé va retrouver ça un petit peu grâce à ce vin-là. Donc, est-ce qu'on le déguste? Oh, d'accord. Oui. Donc, notre vin est quand même très foncé, limpide. Oui. Et au nez, on a des traces de petits fruits rouges, fruits noirs un petit peu. Petite touche légèrement boisée, à mon sens. Oui, quelque chose qui semble intéressant. Je pense que j'ai un nez faible pour le bois. J'aime beaucoup les vins boisés. D'accord. Je te reste heureux là. J'aime les vins qui ont du corps, qui goûtent. Un peu comme ma cuisine, j'aime ça quand c'est plein de saveurs. J'aime que mon vin fasse la même chose. Donc, c'est intéressant. Oui. Puis là, toujours la petite danse. Toujours la petite danse. Finalement, la petite danse, c'est un peu le principe du décantage. Si on avait une bouteille de vin dans un décanteur, c'est ce qu'on veut qu'il fasse. Il se promène, puis que l'air embarque parmi les molécules, puis que ça... Exactement, pour en dégager d'autres, et puis permettre de faire une place plus complète là, à l'ensemble de sa palette aromatique. Donc, on est en présence d'un vin. L'acidité n'est pas trop fraîche. Juste bien balancé, bien boisé. Surprenant. Les tanins, pas très agressifs non plus, donc c'est pas rien de rugueux ou de très rugueux sur la langue. Donc c'est vraiment souple, je dirais. Et mon estomac ne fait pas système d'alarme. J'ai tendance avec les vins rouges, jamais à faire un peu d'acidité. Et là, normalement, c'est assez instantané. Ah oui, à ce point-là? Oui, je vous dirais que c'est une éruption et là, je suis très safe. Donc, pour moi, ça va dans la liste des corrects. OK, bon, mais je suis très heureux d'entendre ça. Oui, c'est une bonne chose. Donc, avec notre repas avec nos gnocchis, ce serait quelque chose d'intéressant. Et puis, le fait que les tanins ne soient pas trop présents en bouche va faire en sorte qu'avec le crémeux de la sauce, avec le cheddar fort, qui est quand même assez goûteux, donc je crois qu'il va y avoir un bel équilibre en bouche et puis ça devrait être fort agréable. Je vais me sacrifier une dernière petite gorgée avant qu'on attaque l'autre. Deuxième vin, on s'en va en France.
dans le Languedoc. On a ici un vin de pays DOC, D''OC, qui est une sous-région du Languedoc-Roussillon. Et c'est nul autre que le baron Philippe de Rothschild qui produit ce vin. C'est une grande maison... Donc c'est le baron Philippe de Rothschild. Rothschild, oui, c'est ça. Propriétaire du château du même nom et qui est dans le Bordelais, mais les bouteilles sont pas vraiment abordables. C'est un premier cru classé au-delà de 1000 $ la bouteille. Malheureusement, le budget ne permettait pas d'avoir... Il est bon juste pour mon petit déjeuner. D'habitude, j'en mets. Oui, excellent pour faire à manger la sauce là, avec ce vin-là. Oh, oui, c'est assez génial. Oui, assez génial. Beaucoup plus cerise, absolument, absolument. C'est plus léger, non boisé et au nez intéressant. Un petit fruit rouge encore. Oui, j'aime beaucoup les différent quand même au nez que le précédent. Et au deuxième nez, la même chose. Encore là, beaucoup de fruits, c'est intéressant, c'est une fraîcheur. Et la teinte est vraiment caractéristique des Pinots Noirs, qui est un cépage beaucoup plus, moins colorant que, par exemple, le Cabernet Sauvignon, ou on parle ici du Sabrevois, donc des cépages dont la peau du raisin est plus épaisse. Alors qu'ici, le Pinot Noir, la peau est plus mince. Et plus de jus, plus de jus. Non, pas nécessairement. C'est vraiment étant donné que parce que la couleur des vins provient de la peau des raisins, dans le cas des rouges, bien sûr. Oui. Et puis, donc, la peau étant plus mince, il y a moins d'anthocyane et donc moins d'extraction de couleur. Ah. Voilà. Donc, ici aussi, brûlement d'estomac. C'est ça, je suis en train de dire 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Aucune réaction. Et formidable. Donc, ça va me coûter cher. Mais ce petit vin ici, quand même pas très dispendieux, 14 et 10. Disponible à la SAQ, c'est un produit régulier, donc généralement dans l'ensemble des succursales de la SAQ, vous allez pouvoir trouver ce produit. Produit bien fait, sans défaut finalement. Et c'est un beau produit. Rapport qualité-prix, à mon sens, irréprochable. Irréprochable. Et puis encore ici, avec les gnocchis, un petit côté gras en bouche qui devrait encore là bien... Être très bien rincé avec ce petit vin-là. Alors, un autre vin à rajouter à ma liste. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Sans faute. Excellent. Donc, jusqu'à la prochaine. Bon repas, bonne dégustation. Nos gnocchis sont prêts. Je les ai bien enfarinés. Je les ai mis sur ma plaque de cuisson. Elles sont tous coupées de la même grosseur environ. Donc, elles devraient prendre le même temps pour la cuisson. Donc, juste faire attention à ça, bien les espacer. Puis là, c'est pas grave s'il tombe un peu de farine dans notre eau de cuisson. De toute façon, ça va se diluer dans l'eau. Ça va ressembler un peu à de la colle dès qu'on est fini, mais c'est pas grave, on ne boit pas le liquide, on mange les gnocchis qu'il y a dedans. Donc, j'ai mis une grande quantité d'eau à bouillir, eau que je vais saler d'ailleurs, avec une bonne quantité de sel, une bonne cuillère à soupe par litre, pour être sûr que ça goûte. En attendant que notre eau bouille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos petits desserts. Donc, il nous reste notre meringue à faire. On va profiter du fait qu'on a un chaudron d'eau qui va bouillir pour pouvoir faire notre meringue suisse. La meringue suisse, qu'est-ce que c'est? C'est une meringue qu'on va faire, mais qu'on va faire dissoudre le sucre dans les blancs d'œufs au bain-marie avant de la fouetter. Donc ça, c'est une petite chose qui est assez différente peut-être de ce que vous connaissez comme meringue, mais la meringue suisse a l'avantage, disons, de ne pas se séparer. Donc une meringue blanche, souvent ce qu'on va faire, c'est quand on la fait à froid, l'œuf va devenir comme blanc, laiteux, il y a un petit liquide qui va se séparer. La meringue suisse, ça ne fera pas ça, donc elle va être beaucoup plus consistante. Donc on va préparer notre malaxeur, on va avoir besoin de nos blancs d'œufs qu'on a fait tantôt. Une meringue suisse, c'est simple, c'est une quantité de blanc d'œuf en poids pour une quantité de sucre. Donc on a ici 5 blancs d'œufs qui sont environ de 40 à 50 grammes chacun. Donc 250 grammes, ça peut aller jusqu'à 300, mais on va dire que c'est 250 aujourd'hui. Puis ici, j'ai mon 300 grammes de sucre que j'ai prépesé tantôt. Donc, ce que je vais faire, je le verse directement dedans. Et avec un petit fouet, je vais juste le mélanger comme il faut. Là, ça va ressembler à ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir comme il faut. La seule façon de le faire fondre, c'est de le mettre sur un bain-marie. Alors, on va transporter ça. Je vais les mettre les fesses dans l'eau.
La chaleur va faire chauffer mon blanc d'œuf, mais vu qu'il y a du sucre dedans, l'œuf ne cuira pas. Puis là, je vais laisser mijoter ça, pas mijoter, mais je vais le laisser comme ça dans l'eau jusqu'à ce que mon sucre soit dissous. Puis la seule façon de vérifier si mon sucre est dissous, c'est de prendre un peu de mélange entre mes doigts puis de le frotter mes doigts. Quand vous sentez le grain de sucre, c'est parce que le sucre n'est pas dissous. Aussitôt qu'on ne le sentira plus, c'est parce que notre sucre est dissous, puis là, on va pouvoir aller fouetter. J'essaie de garder un petit mouvement, pas pour empêcher de cuire, c'est surtout pour que la chaleur devienne uniforme dans le plat. Donc, juste brasser, brasser. Puis là, mon bol il était propre, fait que l'eau de cuisson des choses, elle ne sera pas troublée ou quoi que ce soit, il ne faut pas s'inquiéter. Puis là, pendant qu'on regarde ça, on a nos beaux citrons aussi qui ont confit, donc là, j'ai éteint le feu. Le sucre a commencé à caraméliser, vous voyez. Donc, les citrons sont vraiment confits, donc sont imbibés de sucre. Puis le jus de citron s'est mélangé au sirop, donc ça va nous donner des belles petites tranches de citron confit. Le mélange est rendu chaud. Le sucre s'est dissous. C'est pas très long. Donc, on emmène ça sur notre socle. On fixe. On va mettre le fouet. Puis là, on va fouetter ça à grande vitesse. Pendant que ça va fouetter, ça va prendre environ 5 minutes. On va juste ajuster l'assaisonnement sur notre soupe. On va mettre nos lentilles. On va mettre notre petit côté piquant, ce qui est simplement une sauce tabasco. N'hésitez pas, c'est pas compliqué. Puis ça donne vraiment beaucoup de saveur quand vous allez manger votre soupe. Donc, je passe ça, puis on va terminer les autres choses en attendant. C'est juste du manuel. On va juste vérifier la consistance de notre meringue. Ça fait, regardez dans le plat, là, ça fait des beaux petits pics qui retombent légèrement. Donc ça, c'est une belle consistance. On va tenir ça proche. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre les gnocchis à cuire tout de suite. Un coup qu'ils vont être cuits, on va les mélanger à notre sauce, on va racheter notre fromage par-dessus, puis on va enfourner ça. Puis le temps que ça va gratiner au four, on va pouvoir dresser nos coupes, nos petites coupes au citron meringué. Alors, on part tout de suite, on s'en va au chaudron d'eau chaude. Je vais juste le mettre par-dessus, ça va aider à bouillir plus vite. Là, je vais juste ramener ma sauce à ébullition, le temps que l'eau finisse de bouillir. Je vais rajouter à ça 100 g de parmesan râpé. On pourrait aussi utiliser un fromage régional, comme si j'aurais eu du montérégien, un fromage de la fromagerie Chaput qui aurait été vieilli. J'aurais pu le râper puis l'utiliser là-dedans aussi. On aurait pu aussi utiliser un fromage de la fromagerie Ruban Bleu, qui est un cheddar fort. Quand il y en a, des fois, ça donne. Ces temps-ci, il y avait plutôt du jeune, donc je préfère utiliser un fromage vraiment goûteux. C'est quelque chose qui va puncher mieux avec le jambon, puis les épinards, puis les brocolis, qui sont quand même des légumes qui sont assez des saveurs prononcées. Là au bout, alors on va faire attention, puis on va toutes les laisser tomber. Le plus possible, pas un par un, mais un petit peu à la fois pour être sûr qu'ils ne collent pas ensemble. Et à la maison, je vous invite à doser aussi votre quantité de sauce par rapport aux pâtes. Ça se peut qu'il y ait plus de pâtes que vous ayez besoin de cuite, donc juste faire attention. Mais si ça arrive, vous avez juste à les rincer, les égoutter à l'eau froide, vous les mettez dans un ziploc au congélateur et c'est prêt pour la prochaine fois. Vous pouvez faire la même chose avec la purée de courge. Vous pouvez en faire préparer une grande quantité d'avance, tant qu'à faire cuire des courges. Puis congeler, vous pesez votre quantité que vous avez besoin, donc 2 tasses de courges, vous les mettez dans des petits sacs ziploc. Vous les mettez au congélateur, puis la fois d'après, vous avez juste à sortir votre purée pour préparer vos gnocchis. Ça va sauver une petite étape de 45 minutes. Ça cuit environ 4 à 5 minutes. C'est vraiment pas long. Quand ils se mettent à flotter, d'habitude, c'est parce qu'ils sont cuits. Donc, vu qu'on a déposé à un certain délai, on va leur donner environ 4-5 minutes, mais ils devraient tous être prêts à manger dans 5 minutes. 4 minutes. Ça fait 5 minutes que nos pâtes cuisent. À cause de la farine qu'il y avait autour de nos pâtes, ça a fait une mousse, mais
On a juste à sortir un gnocchi puis regarder. Là, puis... Attention, on se brûle l'air, 2-3 gaufres. Parfait. Juste égoutter ça à la passoire. Et là, on les rince pas. On va prendre ce qu'on a de besoin. S'il en reste, je vais les refroidir. Autrement, je les laisse comme ça. Je veux que l'amidon qui est resté collé autour des pâtes aide à adhérer à la sauce. Donc, c'est important. Jamais de rincer vos pâtes avant qu'elles soient dans la sauce, à moins que vous ayez à préparer d'avance pour une grande quantité. Là, je vais juste verser ce que je pense avoir de besoin. Pour moi, ça va être correct. Là, ma sauce est chaude, mes pâtes sont chaudes. Je veux que ça gratine, donc je ne vais pas le mettre au four à convection régulière. Je vais mettre mon fromage, puis je vais tout de suite le mettre à gratiner, donc à griller. Vous savez, broil à la maison, c'est parfait. Juste étendre, j'ai 350 g de fromage cheddar fort. Là, vous utilisez le fromage que vous voulez, comme je vous dis. Ça peut être le montéréggien, ça peut même être le sacre bleu, qui est un fromage bleu qui pourrait facilement faire le travail. Si vous aimez le fromage bleu, ça pourrait donner une touche vraiment spéciale. Donc, on enfourne ça, on fait ça griller juste le temps que le fromage vienne colorer, puis c'est prêt. C'est l'heure de dresser notre dessert. Donc, on va avoir besoin de biscuits Graham. Ce que je veux faire, c'est donner un semblant de millefeuille. Je ne veux pas l'écraser en petits morceaux, donc juste qu'il y ait un petit côté crunchy dans notre dessert. Donc, on va sortir notre crème. Notre crème au citron. Là, on voit très bien la différence. Là, je vous ai montré tantôt que ça faisait une petite peau si je ne le protégeais pas. Donc, il y avait une petite section qui n'avait pas été protégée. Donc, ça fait une petite peau. On va essayer de ne pas la prendre juste pour la texture. C'est pas... Mais le goût est très bon pareil. Donc, je vais juste brasser ça un petit peu. On va déposer un petit peu de crème au fond de chacun. Avec nos petits biscuits, on va essayer de se faire des petits étages. On va essayer d'alterner 2 fois crème-biscuit, crème-biscuit. On va aller chercher, comme je vous dis, un petit crunchy. Là, vous avez beaucoup de crème, vous avez de quoi en faire peut-être 6 ou 8 coupes comme ça, donc gênez-vous pas. Façon différente, finalement, de servir la fameuse tarte au citron. Inquiétez-vous pas si ça n'a pas l'air super beau, là. On a notre meringue pour tout topper ça. On va lui donner un look de grand restaurant classique. Pour la garniture, vous allez avoir besoin d'une poche à pâtisserie. Si vous n'en avez pas, je peux vous conseiller d'aller vous en acheter une. C'est un investissement qui va durer toute votre vie. J'en passe une par année, peut-être au restaurant parce qu'elle est usée, mais c'est quelque chose qui est très résistant. Donc, si vous n'en servez pas trop souvent à la maison, elle va vous durer 10 ans, puis ça coûte environ 20-24 $. On va avoir une douille cannelée, donc avec des petits piquants. Prenez votre main, faisiez comme un col autour de... comme un chandail à l'envers, finalement. Puis mes doigts sont là pour tenir la forme. Avec une spatule, j'ai rempli ma poche, donc je vais mettre du mélange dans le fond. Je viens le licher dans le fond, dans mon creux de mon pouce puis de mon index. On fait descendre le mélange le plus bas qu'on peut, que ça sorte au bout. Avec votre pouce et votre index, vous allez faire une pince finalement, ici. Et on tourne. En tournant, c'est sûr, ça fait sortir le mélange. Donc juste faire une belle spirale, comme si c'était un sundae. Ouais. Et voilà. Donc, répétez pour chacune de vos coupes que vous aurez. Et là, si vous avez un super chalumeau à la maison pour faire des crèmes brûlées, c'est le temps de le sortir. Je me sens comme un dragon.
bel aspect doré. Puis là, on a préparé nos petites tranches de citron que vous avez juste à mettre en décoration sur le dessus. On appelle ça un martini de citron meringué au citron confit. C'est maintenant l'heure de tout finaliser. Notre potage est prêt, on n'a rien à rajouter. On va rectifier l'assaisonnement juste en goûtant tantôt. On peut le mettre dans notre bol même, il n'y a pas de problème. On peut mettre la sauce tabasco sur la table. Les gens qui désirent ça un peu plus piquant encore peuvent en rajouter. Mais ce que j'ai rajouté tantôt devrait être suffisant pour donner une belle petite chaleur et quand même garder le goût de nos légumes, qui est le plus important là-dedans, c'est le côté santé, bien sûr. Les gnocchis sont prêts, on va les sortir du four, donc juste préparer un petit linge chaud. Et voilà. C'est chaud, il n'y a pas de doute là-dessus. On aurait pu rajouter sel et poivre tantôt, malgré que le jambon est déjà très salé. Les fromages qu'il y a dedans, le parmesan aussi est salé, donc ça ne manquera pas nécessairement de sel, mais on aurait pu poivrer légèrement pendant la cuisson. C'est pas grave, on peut le rajouter dans notre assiette. Donc, vous pouvez servir ça en tant que plat familial, le mettre sur la table et servir à même la table, ou on peut juste dresser une petite assiette, comme on va faire en ce moment. C'est sûr, ça va être difficile de faire quelque chose de très esthétique, mais on va faire de notre mieux. On essaie de se trouver un petit morceau de gratin par-dessus pour mettre à la surface. Ça fait très 1980, mais il me semble qu'un brin de persil frais a toujours sa place sur un plat. Donc, pour vos gnocchis. Et ensuite, pour la soupe aux légumes, une bonne petite chaudrée. Même chose, clin d'œil aux années 80. Bloody Caesar de légumes. Alors, petite soupe aux légumes et lentilles, piquante, légèrement piquante. On a nos gnocchis au jambon, épinards et brocoli avec une sauce dans laquelle on a mis du fromage parmesan et du cheddar fort. Et on a pour dessert nos petites coupelles de citron meringué, donc crème pâtissière au citron avec meringue suisse par-dessus, puis nos petites tranches de citron confit par-dessus. Tout ça, c'est des bonnes petites saveurs. La plupart se retrouvent chez nous en saison, donc je vous invite à profiter et à savourer par temps froid de préférence. Bon appétit tout le monde et on se revoit la semaine prochaine.